Bonsoir à tous. À la une de ce journal, émoi et consternation après un grave accident de la circulation causant la mort d'une étudiante de 22 ans et impliquant l'artiste ténor. Alors que la famille de la défunte met en garde l'artiste de musique urbaine, son manager fait tout pour le disculper d'une quelconque responsabilité dans la tragédie survenue très tôt à 4h du matin au lieu du feu rouge Bessengue à l'entrée de la ville du centre-ville de Douala. Que s'est-il réellement passé entre le concert de l'artiste ténor à l'Institut français et la soirée bien arrosée où il a rencontré la petite Erika qui était au volant de cette voiture roulant à vive allure dans laquelle se trouvait l'artiste et la défunte en question? Élément de réponse dans une enquête exclusive à suivre au cœur de ce journal. Dans l'escale internationale, un sommet de la CEMAC se prépare. Le ministre camerounais des Finances a rencontré le président du Congo-Brazzaville. Au cœur des échanges, un message présidentiel du chef de l'État, Paul Biya, et les enjeux de relance de l'industrie minière et des projets miniers qui sont partagés entre les deux pays. Vous écouterez le ministre camerounais des Finances, Lupaul Notazé, esquisser les enjeux de la relance de l'industrie minière au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un nouvel acte de violence conjugale défraie la chronique à Douala. Un homme est accusé d'avoir jeté de l'huile bien chaude sur sa compagne et mère de 3 enfants à l'issue d'une vive dispute familiale, brûlée au 2e degré. Ses blessures sont graves, son corps est abîmé. Le voisinage du couple décrit un compagnon violent à l'égard de sa compagne, mais les circonstances de l'incident restent encore floues. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Voici des précisions de Dallas Kana, Eric Watat et Donald Brice Kamgan. C'est à peine qu'elle se lève de son lit d'hôpital pour échanger quelques mots avec les nombreux voisins venus la réconforter. Elodie vit dans sa chair la douleur de sa brûlure, la conséquence d'une dispute avec son compagnon. Quand j'arrive dehors, j'oublie que j'avais mis l'huile pour faire la sauce jaune au feu. Je rentre maintenant dedans, je porte l'huile sur le gaz, je viens déposer dehors. L'huile blanchissait même déjà. Je traverse maintenant pour aller derrière, je voulais uriner. Je comprends seulement comme l'enfant dit que je me tourne comme ça, je vois, il a porté la mamie d'huile, il a fait que voup une fois. Ça s'est aspergé sur mon dos, comme vous voyez là, partout, comme vous voyez là. Elodie, qui vit ici au quartier Yassa, dans le 3e arrondissement de Douala, reçoit une mamie d'huile chaude ce jour-là de son compagnon qui était revenu ivre dans la nuit d'après la femme. Dans ces moments de détresse, ce sont les voisins qui volent à son secours. Il a juste dit que tu manques, tu dis que tu dois la réunion alors que tu mens. Et quand les voisins disent que ouais, elle s'est tout brûlée. Elle s'est tout brûlée. Ma fille était partie appeler ma soeur. Elle s'est tout brûlée. Elle dit que elle fait le semblant. Elle fait le toi là, tu peux mourir. Elodie est conduite d'urgence à l'hôpital de district de Deido où elle reçoit les premiers soins. Le lendemain, la jeune femme qui s'adonne à la vente des beignets non loin du domicile familial rentre et se fait interner dans ce centre de santé faute de moyens financiers suffisants pour ses soins à Deido. La prise en charge ici consiste à lui administrer les antalgiques pour déjà calmer la douleur, à lui faire des pansements. Les pansements, c'est quotidien. Et à lui administrer des antibiotiques pour prévenir une surinfection de ses blessures, de ses plaies. La femme de 33 ans est brûlée au 2e degré d'après le diagnostic de l'hôpital de district de Deido. Une brûlure sur 27% de superficie de son dos d'après le corps médical. Dans l'entourage, les voisins et les enfants du couple parlent d'un compagnon violent. Maintenant, quand il commençait à taper ma mère, moi j'ai arrêté. Il dit qu'il ne tape plus, j'ai arrêté. Moi, on m'a tapé, on m'a blessé. La dernière fois, il a tapé jusqu'à... Elle a même perdu connaissance. C'était devant nous. Nous avons compris les cris, nous sommes sortis comme d'habitude pour séparer. Mais cette fois, ce jour-là, il a tapé, elle a perdu connaissance. Et c'est nous qui l'avons réanimé même pendant 30 minutes. Et ça ne lui disait rien. Elodie Manzo et Alain Tagné sont en concubinage depuis 2005. Le compagnon, technicien en mécanique auto, 40 ans,
est introuvable depuis son acte dimanche. En dépit des violences répétées sur sa personne, Elodie avoue s'être maintes fois opposée à la séparation d'avec Alain au nom de sa progéniture, confie-t-elle, à l'actif du couple en conflit, 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Autre histoire rocambolesque, c'est une famille polygamique qui se déchire autour du lieu d'inhumation du chef de la famille, un opérateur économique décédé il y a 2 ans. Son corps est toujours à la morgue en raison des dissensions au sein de la famille. Les coépouses et la famille du défunt peinent à s'entendre sur son héritage et sur le partage des biens. L'une des épouses, la toute première, a été pratiquement expulsée de l'un des appartements et de l'une des maisons qui ont été acquises durant le moment où elle était en compagnie de son mari. Les circonstances de cette tragédie familiale sont évoquées dans ce reportage signé Steve Eboulet, Warren Zede et Kediara. Me voici à la garnison. Le corps de mon mari a déjà fait 1 an 8 mois. Mon mari sort de la maison pour un voyage jusqu'à nos jours. Le corps de mon mari est à la morgue ici depuis 1 an 8 mois. 8 mois. S'il vous plaît, propre Camerounais, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Papa Pombia, aidez-moi pour ce problème. Une veuve éplorée et des orphelins qui déversent leur désespoir dans les rues de la ville de Douala. L'affaire sous-jacente est un drame tout droit sorti des studios de Nollywood, sauf qu'elle se déroule au Cameroun et met en scène les turbulations d'un foyer polygamique transformé en scène de guerre. La seconde femme dit que nous avons tué notre père, mais c'est elle qui était à l'hôpital avec notre père. Le père décède, elle veut voyager avec le corps du père. Sur le champ, elle nous cache la mort de notre parent. Il meurt, elle ne nous dit pas. On a été alerté par un membre de la garnison militaire de Bonanjo qui nous a fait savoir que notre père est décédé et sa dépouille est en train de partir. 20 mois que la dépouille de Joseph Noubayou, un opérateur économique sans histoire apparente, repose à la morgue de la garnison militaire de Douala. Les membres de la famille et ses épouses ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu d'inhumation de sa dépouille. Nous, on a compris ici qu'il est mort. On était vraiment troublés parce qu'on n'avait pas suivi la maladie. Je cours maintenant, comme il est malade, je pars voir la femme. On dit qu'on sort comme ça de la morgue pour lui mettre. Je suis venue lui dire. Après quelques jours, la famille s'est réunie pour dire qu'il faut qu'on part arranger comme on arrange pour toute personne pour aller au village. On dit que nous, la femme qui est avec lui a dit que c'est ici à Douala qu'on va l'enterrer. On s'est demandé qu'enterrer à Douala comment. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. La première épouse étant décédée il y a longtemps, la guerre se déroule entre les 2 épouses restantes. La seconde, soutenue par une grande majorité de la famille, demande que Joseph Noubayou, ressortissant Balengou, dans la région de l'Ouest Cameroun, soit conformément à ses volontés, inhumé sur la terre de ses ancêtres à Balengou, là où se trouve sa maison familiale. Nous sommes partis à un enterrement d'un oncle en Kassak à Balengou. Il m'a amené sur son terrain et il était avec cette dame appelée Célie. J'ai fait sortir le jujube de ma poche et j'ai versé sur le terrain. Il m'a dit, maman, j'ai déjà fait le plan de cette maison et c'est ici que je veux faire mon caveau. Pendant ce temps, la troisième épouse et les 2 frères du défunt exigent qu'il soit mis en terre dans l'une de ses résidences à Douala, ce d'autant plus, disent-ils, qu'il s'agit des dernières volontés du défunt et que les ancêtres de la famille étaient des ressortissants de Yabassi, venus à l'Ouest Cameroun afin de cultiver la terre. En décembre, il m'a appelé ma maman et moi, ici à Chelou, à Ndokoti, à Douala, pour venir passer les fêtes. Après avoir les fêtes, il m'a fait comprendre que je suis touché, je suis malade, beaucoup malade. Alors, j'ai pris des moyens pour aller en Europe me traiter. Si on ne sait pas, si ça arrive que je meurs, tu m'enterres devant ma porte. L'affaire est pendante devant les tribunaux depuis plusieurs mois. Dans un premier temps, la justice va donner raison à la seconde épouse et l'autoriser à ramener le corps à Balengou. Puis quelques mois plus tard, coup de théâtre. Après la procédure d'appel initiée par la troisième épouse, c'est à elle que le corps est remis
Une bataille judiciaire qui risque de durer encore longtemps si rien n'est fait. Vraiment, on supplie le président de la République qu'il voit vraiment cette vidéo et que vraiment il nous met la paix. On ne vit pas en paix, on n'est pas en paix. Dans un dernier sursaut de désespoir, la seconde épouse de Joseph Noubayou et ses 7 enfants ont entrepris de rédiger un courrier au président de la République du Cameroun afin de demander son arbitrage dans cette affaire qui n'a que trop duré, espérant par là même donner aux défunts la possibilité de retourner paisiblement à la terre de ses ancêtres. Il y a une grogne silencieuse autour du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Des opérateurs économiques se plaignent des lourdeurs des procédures administratives d'enlèvement de leurs marchandises, une lenteur qui les expose au paiement des taxes d'encombrement instaurées il y a peu par l'autorité portuaire, taxes d'encombrement jugées élevées et illégitime selon les opérateurs économiques. Interpellés, le port se terre dans un mutisme. Des précisions avec Cédric Ding et Dallas Tiana. 12,3 milliards de francs CFA, c'est le montant des bénéfices réalisés par la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala en 2020, contre près de 8 milliards en 2019. Des chiffres considérables après seulement une année d'activité. Seulement voilà, une ombre se glisse sur le tableau idyllique de la régie du terminal à conteneurs, notamment les opérateurs économiques qui se plaignent sous cap de la lourdeur des procédures d'enlèvement de leurs conteneurs de la régie, ce qui, selon eux, impacte fortement sur les délais d'enlèvement des marchandises et les place sous la coupe de la loi portant organisation du domaine portuaire, notamment des taxes d'encombrement qui leur sont imposées 15 jours seulement après l'entrée de leurs conteneurs dans la régie. Un contre-coup qui a forcément des répercussions sur les prix des produits sur le marché. Vous payez le transport, que ce soit pour 20 000 tonnes ou pour 15 000 tonnes, vous avez déplacé le navire, il est venu. Mais si vous le déplacez pour 20 000, la pression financière, ce qu'on appelle le fret à l'unité, à la tonne de riz, va être affectée. Donc du coup, la répercussion sur le panel aménageur et tout, ça devrait suivre en cascade, bien évidemment, si les opérateurs économiques répercutent, parce que ça aussi. Pourtant, le manifeste de CAM6 en ligne droite avec les accords conclus avec l'Organisation mondiale du commerce en 2013 exige des gouvernements plus d'efforts en vue de faciliter les procédures douanières. Ces opérateurs économiques voient en ces lourdeurs dans les procédures administratives une volonté manifeste du port autonome de Douala de les flouer. Contacté par Equinox Télévision, l'administration du port autonome de Douala enverra une correspondance dans laquelle elle désigne les 10 opérateurs comme véreux. Totalement faux, puisque nous livrons encore des conteneurs et la lenteur dont ils font allusion se trouve à quel niveau de traitement. La RTC est en dernier ressort dans la chaîne d'enlèvement. La douane a établi que près de 78% des déclarations en douane sont initiées après le débarquement des conteneurs, alors que CAM6 permet de les faire bien longtemps avant, soit bien longtemps avant l'enregistrement des manifestes et bien longtemps avant l'accostage des navires, afin de permettre des enlèvements sous 72 heures maxi après accostage des navires. Aujourd'hui, grâce aux efforts combinés douane RTC, plus que 74% des conteneurs sont enlevés dans les délais de franchise, ce depuis le mois de février dernier. Par conséquent, cette plainte ne peut venir que des récalcitrants au changement positif et qui paient le prix de l'encombrement imposé au terminal à conteneurs. Avec l'autonomisation du processus de dragage du port autonome de Douala, les attentes se font de plus en plus pressantes du côté des opérateurs économiques. Le sentiment de la communauté portuaire, c'est-à-dire ceux qui utilisent le port. Je crois que c'est une évidence même que de dire que les opérations de dragage viennent soulager les gens. Un navire qui peut prendre, disons, 20 000 tonnes, parce que ce n'est pas dragué, il va partir de Douala avec la moitié ou les 3/4. Maintenant, on charge à l'optimum et donc on absorbe beaucoup à l'exportation. Bien évidemment, on encaisse aussi à l'importation. Des importations qui viendront peut-être alléger le coût des produits sur le marché. Dans le reste de l'actualité, après des semaines d'examen, des candidats du DCE Advanced Level et Ordinary Level sont libres
Mais certains candidats, notamment les déplacés de la crise anglophone, ont dû se plier en quatre durant cette période qu'ils ont jugé particulièrement difficile pour eux. Plusieurs centres d'examen avaient du mal à pouvoir leur donner des moyens pour pouvoir composer en toute quiétude. Des centres d'examen également étaient encerclés par des hommes en tenue pour éviter d'éventuelles attaques. Jacquino Molon et Gladys Sidier nous en disent plus dans ce reportage. Les candidats au DCE Ordinary Level et Advanced Level ont terminé la phase des examens. Une véritable épreuve de nerfs pour les déplacés de la crise anglophone. Plusieurs d'entre eux, en effet, viennent du nord-ouest ou du sud-ouest pour se retrouver dans la localité de Loum, dans le département du Mungo. On sort au Bamenda, à nord-ouest, à Balikumba. On a bien composé, mais il y a une chose que c'était difficile un peu parce qu'on n'a pas tout comme le show pour faire le pratique avec. Mais si c'était chez nous, ça va passer bien parce qu'on est avec notre père, notre mère là-bas. Mais ici, tu ne connais pas personne ici. On se bat pour s'en sortir. Donc nous souhaitons que la guerre pouvait s'arrêter, si on pouvait rentrer chez nous. La phase pratique de l'examen a encore été plus difficile pour ces candidats qui ne disposaient pas du matériel nécessaire pour mener à bien leur projet. Ça n'était pas facile, pas tellement, parce qu'en plus seulement que la crise s'arrête, qu'ils puissent rentrer parce que c'était tellement difficile. Ils n'avaient même pas les choses pour utiliser dans la cuisine, donc c'était très difficile, puisqu'ils ne sont pas chez eux. Donc on souhaite que la guerre ou la crise vienne à la fin pour qu'on puisse rentrer chez nous. Si certains candidats ont dû partir de Bamenda pour composer à Loum, d'autres par contre sont restés sur place malgré les tensions. Toutefois, le dispositif sécuritaire autour des centres d'examen était impressionnant, comme c'est le cas ici, dans le département du Coupé Maningumba, au sud-ouest. Toutes les mesures de sécurité étaient prises. La ville de Tombel, comme les autres villages, s'étaient mobilisés dans les comités de vigilance pour en eux-mêmes assurer la sécurité. Et j'ai saisi l'occasion pour féliciter les forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour les efforts qu'ils ont déployés sur le terrain pour assurer que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Cette étape passée, les candidats n'attendent désormais plus que les résultats. Les enjeux de préparation du budget pour l'année 2022 cristallisent l'intérêt des milieux financiers et des opérateurs économiques. Le gouvernement mise sur une croissance économique plus positive. Cependant, les projections faites par le gouvernement sont loin de convaincre le secteur privé, également des parlementaires. Quelles sont les perspectives, les leviers sur lesquels il faudrait s'appuyer? Élément des réponses avec Guy Zogo. Alors que la préparation du budget 2022 de l'État du Cameroun vient d'être lancée par le ministère des Finances, les grandes tendances de ce corpus budgétaire se dégagent déjà. De prime abord, la tendance lourde est celle de la rareté des ressources financières, bien que l'État ait d'énormes besoins pour soutenir ses engagements, notamment en termes de masse salariale de la fonction publique, de paiement de la dette extérieure et intérieure, et de financement des investissements publics. Si des économies ont pu être faites avec l'assainissement du fichier solde de l'État à hauteur de 40 milliards de francs CFA et de 12 milliards sur les pensions et les personnes décédées, la pression financière reste importante au regard des engagements de l'État, en l'occurrence l'organisation de la CAN 2022 et l'achèvement des projets structurants. Cela malgré les 450 milliards de francs CFA engrangés sur le marché des eurobonds récemment. Dans ce contexte, où faut-il aller chercher de l'argent? Lors du débat patronal du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, récemment à Yaoundé, l'économiste statisticien Dieudonné Essomba a souligné que l'une des pistes pour l'État réside dans l'impôt. Avec des possibilités de 2%, préparer une procédure de banque. Sur ce point, sans que le gouvernement l'indique clairement, le JICAM lui affirme que la pression fiscale est accentuée sur les entreprises avec un taux d'imposition de 2,2% sur leur chiffre d'affaires, lequel pourrait encore évoluer.
Le regroupement patronal du Cameroun mise alors sur une meilleure compréhension de la notion d'impôt et le dialogue. Pour arriver à faire de la fiscalité un outil de développement, il faut un dialogue inclusif, un dialogue concerté et un dialogue consensuel. Et c'est ça l'enjeu et le défi aujourd'hui qui s'ouvre au GICAM, à l'administration et à toutes les parties prenantes pour pouvoir réussir et à faire gagner le Cameroun. En ce sens, le débat d'orientation budgétaire à la Chambre basse du Parlement, lors de la session de juin récemment, a été l'occasion pour la Commission des finances et du budget d'évoquer subrepticement, entre autres, la fin des exonérations fiscales dans certains secteurs, comme celui du poisson. Cette éventualité fait suite à une réflexion menée toujours à l'Assemblée nationale entre la Commission des finances et du budget et le ministère des Finances sur la rationalisation des dépenses fiscales. Au bas mot, ce sont en moyenne 500 milliards de francs CFA que le gouvernement exonère chaque année pour permettre aux foyers de ne pas subir le poids de l'inflation. Mais tout laisse croire qu'il pourrait ne plus en être de même dans le budget 2022. Le gouvernement, qui semble avoir balisé déjà le terrain à l'Assemblée nationale, a les cartes en main pour faire valoir ses vues, probablement en appuyant encore davantage sur la pédale des impôts. Dans ce chapitre économie, concertation de haut niveau dans la zone CEMAC, le ministre des Finances du Cameroun, Luipol Motasa, a été reçu en audience cet après-midi au Palais du Peuple à Brazzaville, la capitale du Congo. Il était porteur d'un message du président Paul Biya, son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, concertation permanente entre les deux chefs d'État, notamment le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et le chef de l'État congolais, président dédié au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, dont le siège est à Brazzaville. L'audience entre Luipol Motasa et le président congolais intervient dans un contexte marqué par la volonté des chefs d'État de renforcer les actions individuelles des pays membres de la CEMAC en faveur de la relance des différentes économies frappées par la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur le plan économique. Je vous invite à présent à suivre une attitude du ministre camerounais des Finances. Luipol Motasa revient sur les enjeux du renforcement de la coopération régionale sur le plan économique. Transmettre au président Biya. Peut-on connaître la teneur de ce message? Non, la teneur de ce message, le destinataire, c'était le président. Je lui ai remis le message, il en a pris connaissance. Il en a pris connaissance et c'est après qu'il ait pris connaissance du message qu'il a abordé avec nous les questions relatives à la coopération et à l'état de la sous-région CEMAC. Dernière question, monsieur le ministre, excusez-moi. Peut-on se faire une idée sur les projets intégrateurs de la CEMAC qui sont en cours de réalisation? Il y a beaucoup de projets. Je crois le président de la commission de la CEMAC a d'ailleurs s'est déplacé en Europe auprès des grands investisseurs, auprès des bailleurs de fonds pour la levée de fonds pour ces projets intégrateurs. Les projets sont extrêmement importants. Le plus important, c'est pas que je vous donne la liste parce que on connaît la liste. Le plus important, c'est que nous avons besoin de cela. D'abord pour renforcer l'intégration sous-régionale, parce que vous le savez, elle ne va pas aussi vite en Afrique centrale qu'ailleurs, non seulement pour renforcer l'intégration sous-régionale, mais aussi pour impulser le développement, parce que beaucoup de ces projets, dont certains sont déjà réalisés, vous remarquerez que s'agissant du Cameroun et du Congo, c'est ça qui nous intéresse ici, nous avons déjà beaucoup de projets, nous avons la fameuse route Yaoundé-Ouesso, qui permet maintenant de partir de Brazzaville à Yaoundé par route. Je crois que c'est une avancée extraordinaire. Nous avons d'autres projets entre le Cameroun et le Congo. Nous avons un projet de construction d'un barrage hydroélectrique qu'on appelle le barrage de Cholet. C'est également un projet intégrateur. Et le président Sassou a rappelé tout à l'heure dans la conversation, il a rappelé le déplacement que le ministre d'État Oba, ministre chargé des Mines, vient d'effectuer au Cameroun, là aussi pour un projet d'exploitation minière
un gisement qui se trouve entre les deux pays. Je crois Nabeba au Congo et Mbalam au Cameroun, c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois qu'il y a beaucoup de projets et effectivement nous pensons qu'au niveau de la CEMAC, si une avancée forte est faite pour la réalisation de ces projets, la sous-région gagnerait beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Les Camerounais s'inquiètent de l'existence d'un autre site pour le pré-enrôlement des candidats au nouveau passeport biométrique. Le délégué général à la Sûreté nationale fait savoir qu'il y a un site unique de pré-enrôlement en ligne du nouveau système de production des passeports biométriques qui est www.pascam.cm. Tout autre site mis en ligne relève du faux. Le public est invité à faire preuve de vigilance et de responsabilité face à ces faux sites de pré-enrôlement en ligne créés par des cybercriminels qui ont pour unique dessein d'anarquer des usagers demandeurs de passeports. C'est en substance un communiqué du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Marganguele. Dans le sud Cameroun, des ouvriers sont en colère. Ils ont manifesté devant la délégation départementale du travail et la sécurité sociale. Ils déplorent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Ils ont échangé avec les responsables de cette structure de l'État afin de porter la doléance. Ils réclament des meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. La déléguée départementale a indiqué qu'une rencontre tripartite pourrait se tenir afin de permettre qu'il y ait des solutions à leurs difficultés. Parlons à présent de cette enquête exclusive d'Equinox Télévision sur ce drame survenu dans la nuit de mercredi à ce jeudi, un accident de la circulation ayant causé la mort d'une étudiante de 22 ans et impliquant l'artiste ténor alors qu'il était à un concert qui a été organisé par l'Institut français du Cameroun. Il s'est retrouvé en compagnie de la jeune femme et tout le monde s'interroge sur les circonstances de ce drame. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Évoquons en filet à présent un autre accident survenu cette fois-ci sur l'axe Koutaba-Fumbot, qui serait le couloir de la mort selon des usagers. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un cas d'accident ne soit enregistré. Il y a quelques heures, un véhicule de marque Toyota RAV4 en provenance de Fumbot a violemment percuté un conducteur de moto qui a rendu l'âme. Informé, le maire de Koutaba s'est rendu sur les lieux afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Pour le chef de l'exécutif municipal, il est urgent de mettre sur pied un dispositif pouvant contraindre les automobilistes à réduire leur vitesse. Je vous invite à présent à suivre une attitude du maire de Koutaba sur la récurrence des accidents mortels dans sa zone de compétence. Les populations de Koutaba sont victimes régulièrement des cas d'accidents. En 2 jours, nous avons eu 4 cas d'accident et 3 morts et de nombreux blessés. Vous voyez que parce qu'il n'y a pas de sécurité et de la sécurisation routière, ça nous pose de sérieux problèmes. Vous avez vu qu'il n'y a pas de dodan de Fumbot, rien qu'au camp militaire où il y a les dodans, et du camp militaire jusqu'au pont, il n'y a pas de dodan. Alors que nous avons l'inspection d'arrondissement où il faut poser ces dodans. Nous avons même l'entrée de l'aéroport où il faut poser les dodans. Nous avons l'entrée du marché B à l'ancienne mairie de Koutaba où il faut poser les dodans. Nous avons l'entrée du centre commercial de Koutaba où il faut poser les dodans. Nous avons encore l'entrée des établissements publics comme les écoles primaires où les enfants vont à l'école. Il faut poser les dodans. Nous avons l'entrée du marché de Koutaba, les poseries, où c'est une importante agglomération, où il faut poser les dodans. Et
Et je crois que l'administration cette fois-ci sera regardante. Après un grave accident de la circulation ayant causé la mort d'une étudiante de 22 ans et impliquant l'artiste ténor, la famille de la défunte est en colère. Les Camerounais s'interrogent sur les circonstances de ce drame. Que s'est-il réellement passé entre mercredi soir, le jour où Ténor participait à un concert organisé par l'Institut français du Cameroun, et la soirée où il a fait la rencontre de la petite Erika? Était-elle une simple fan ordinaire qu'il raccompagnait, comme l'a prétendu son manager dans un communiqué? Qui était le chauffeur de cette voiture roulant à vive allure entre École publique d'Edo et le feu rouge Bessengue? Suivez l'enquête exclusive signée Innocent Abega, Equa Claude et Roméo Ngoula. À l'entrée du centre-ville de Douala, des flammes en furie dévorent un véhicule endommagé sur le site d'un monument situé au lieu dit Feu Rouge Bessengue. L'état du véhicule témoigne de la gravité de l'accident. À quelques mètres de là, sous le sol, se trouve le corps d'une jeune femme inerte. Et juste à côté, un autre occupant de la voiture, grièvement blessé, traumatisé, ayant perdu le sens du langage. Une troisième victime entourée d'une foule de curieux n'est autre que le célèbre artiste de musique urbaine Ténor. Tous se trouvaient à l'intérieur de cette voiture accidentée. L'un des secouristes de circonstances raconte la scène. L'accident a eu lieu vers 5h moins, c'est-à-dire 4h30 minutes. Dans la voiture de Ténor, ça venait vers École publique, il était en vive allure. Lorsque la voiture a eu le choc, nous avons retiré Ténor, on a essayé de l'amener de l'autre côté de la route, donc du côté de la station. Puis nous sommes venus secourir le reste des personnes. La femme qui est décédée, elle était encore vivante, on l'a fait asseoir. Et celui qui a eu l'accident grave, qui était à côté des Ténors, côté passager, on l'a mis à côté, bon, c'est lui qui était gravement blessé. Après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. Il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous alors, comme on était proches, nous sommes venus directement, on a secouru Ténor, c'est nous qui l'avons enlevé la ceinture. Directement, son ami tiré, son ami au sol, mettre de côté. Que Ténor, lui, il a juste eu une fracture au niveau du bras parce que sa main était fracturée. Selon ce témoin, aucun autre véhicule ou moto n'aurait perturbé le chauffeur de cette voiture dans une manœuvre visant à traverser le carrefour Bessengue. Comment un tel drame a pu se produire? Pour en savoir davantage, Equinox s'est rendu à l'hôpital de la Quintini de Douala où sont internés les rescapés de l'accident et déposé à la morgue le corps de cette jeune femme qui était en compagnie des Ténors dans la voiture. Elle s'appelait Erika Moulium, 22 ans, étudiante en management à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Son père, sous le choc, est en colère contre les circonstances de sa disparition et met en garde l'artiste Ténor. Et je voudrais que vous sachiez et que vous dites à ce garçon, cette fois, il s'est attaqué à un lion. Ma fille est venue à Douala fréquenter, c'est pour cela qu'elle a été à Douala. Elle était à l'internat et je souhaite que comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays Bamoun doter ma fille. C'est tout ce que j'avais à dire. Quant au célèbre artiste de musique urbaine, son pronostic vital est loin d'être engagé selon les sources médicales. Son manager a publié sur son compte Facebook une version qui jette du flou dans la chronologie des faits. Il précise que la victime n'était qu'une fan parmi tant d'autres que l'artiste prenait le soin de raccompagner. Il tente de disculper l'artiste en déclarant également que le chauffeur du véhicule est porté disparu. Pourtant, selon plusieurs témoins de l'accident, l'artiste Ténor a été extrait du siège réservé aux chauffeurs. Et selon les investigations d'Equinox, la petite Erika était loin d'être une simple fan rencontrée au terme d'un concert. Selon des sources, l'alcool a coulé à flot toute la nuit du mercredi jusqu'à l'aube. Des images amateurs révèlent que l'artiste Ténor
a participé à une soirée bien arrosée en compagnie d'Erika, toute heureuse de prendre une photo avec son artiste préféré. Ténor, Erika et certains de leurs amis ont quitté le lieu des réjouissances dans un état d'ébriété. Mais personne ne savait que le pire se produirait. Sur le chemin de la Cannes édition 2022, parlons du mariage entre football et politique. Au début des indépendances, la quasi-totalité des dirigeants avaient fait du football un instrument de propagande pour polir leur image et utiliser les victoires à des fins politiques afin de célébrer les grands hommes d'État. Politique et sport, désormais inséparables. On voit tout cela dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. At long last, the battle has ended. Your beloved country is free forever. Today, from now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. Des quelques pays africains devenus indépendants avant 1960, leurs chefs d'État comprennent très vite que politique et sport feraient très bon ménage. L'Égyptien Gamal Abdel Nasser, l'Éthiopien Haïlé Sélassié, le Premier ministre Sayed Ismaël Al-Azouri du Soudan, ou encore le Ghanéen Kwame Nkrumah, saisissent très vite la balle au bon pour asseoir leur autorité et chercher à accroître leur popularité aux yeux d'une population presque dopée au football. He saw beyond nationalism. He saw it as a prelude in Africa to internationalism, to the building of a unity and freedom that should become continent-wide. You could say that Zambia was born a sporting nation. Dans cette récupération des espaces sportifs, les dirigeants des nouveaux États indépendants peu avant ou après 1960 rentrent tous dans la danse, à l'instar du président zambien qui baptise l'équipe nationale de football de son pays, les Kaka Eleven, des initiales de son nom Kenneth Kaunda. Their first president, Kenneth Kaunda, is a great sports fan and used to promote soccer above all. Indeed, the national soccer team used to be named the KK11 in his honor. I simply love the game myself. J'aime le foot The people love the game. autant que les compatriotes. When we are together, Rassemblés au stade de l'indépendance, stadium, as we call it, the unity of the nation chacun ressent l'unité nationale. is there. You can feel it. So Ça coule vraiment dans les veines des Zambiens. Ces dirigeants vont plus loin, exploitant le sentiment de fierté nationale pour construire des grandes infrastructures adossées sur des événements historiques et politiques. Le stade de l'indépendance de Lusaka, le stade de la réunification à Douala, le stade du 5 juillet à Alger, la révolution au Congo-Brazzaville, le stade des martyrs à Kinshasa pour ne citer que cela. In 1965, a military coup brought the flamboyant, football-loving Joseph Désiré Mobutu to power in the Belgium Congo. Backed by the West, he set out a new vision for both his country and Africa, one that in many ways resembled the Pan-Africanism of Nkrumah. Il voulait devenir le plus grand président africain et il a utilisé les sports pour faire sa campagne et sa publicité. Tant mieux, mais pour nous, ça réussit. Parce que Mobutu s'était investi, c'était pas possible. Le maréchal Mobutu du Zaïre, Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Omar Bongo du Gabon et bien d'autres n'hésitent pas à coller à leur sélection nationale des noms tout aussi effrayants que cocasses. Les léopards du Zaïre, les Super Eagles du Nigeria, les lions de la Teranga, les éléphants de Côte d'Ivoire, les guêpes du Rwanda, the Black Stars of Ghana, les lions indomptables du Cameroun et même des appellations démoniaques inimaginables à l'instar des diables rouges du Congo, les flammes du Malawi ou encore les grues d'Ouganda. Des appellations censées refléter des symboles de puissance, de mysticisme, d'invincibilité et même de ruse, comme les écureuils du Bénin. Aussi, ces chefs d'État investissent sans compter dans l'espoir de récupérer les dividendes des victoires à des fins politico-diplomatiques.
Kwame Nkrumah à son temps a même fait venir au Ghana le roi du foot, Pelé le Brésilien, l'attaquant anglais Stanley Matthews de Stoke City et même le grand Real Madrid et d'autres clubs comme Flamengo, Santos ou Fluminense du Brésil. Idi Amin Dada invita aussi le roi Pelé à Kampala en vue de frapper un coup de publicité et de promotion de son image et celle de son régime dictatorial. Give us the time to. It's ready. Ready? Go. Very good. I won. Estudou nos Estados Unidos, se não me engano, né? Teve uma época estudando fora. Fala que é uma pequena lembrança, mas é de coração. Foi no Brasil. What is the meaning of the SFC? Santos Football Club. D'ailleurs, l'homme fort de Kinshasa, accompagnant les Léopards du Congo à l'expédition victorieuse de la CAN de 1968 en Éthiopie. Vous savez que vers les années 73 et les années 74, les Zaïre, actuellement, que le de moitié du Congo était au top sur le plan économique. Il y avait beaucoup d'argent. L'économie marchait très bien. Le roi Mobutu du Zaïre importa même à Kinshasa un combat de titans entre deux célèbres boxeurs américains. Il y a eu les championnats du monde de boxe ici à Kinshasa. Mohamed Ali et Georges Foreman. Invited by Mobutu, Ali's arrival put Zaire firmly on the map and advanced their shared ideology. Black Africans were ready to take on the world. I fight in Africa because I'm fighting in my homeland. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays. America's not my original homeland. My original homeland is Africa. Mobutu au Zaïre, tout comme Idi Amin Dada en Ouganda, avaient néanmoins su utiliser le foot au service de leur pouvoir tyrannique. Le Zaïre est la première équipe d'Afrique noire à participer à un mondial. C'est pour le dictateur Mobutu d'avoir ses léopards au mondial. Pour lui, c'est l'extase totale. Enfin, il va pouvoir montrer à son peuple asservi qu'il est un grand dirigeant parce qu'il a une très belle équipe qui va représenter le pays lors du mondial. Plus d'un demi-siècle après la vague d'indépendance sur le continent africain, le sport en général et le football en particulier, au service de la politique et du politique, est plus que d'actualité. Le président Ali Bongo Ondimba a fait déporter en 2013 au Gabon les clubs français du Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux pour la finale de la 37e édition du Trophée des Champions et surtout fait venir à Libreville en 2015 le footballeur argentin Lionel Messi à la grande mobilisation et curiosité du peuple gabonais. Au final, le sport en général, en l'occurrence le football, a été transformé en une arme de contrôle social et de mobilisation nationale, mais en même temps, une arme à double tranchant, en concluait le journaliste Olivier Marceau dans un magazine sur le football africain. A free kick is awarded outside the area and the responsibility falls to the captain. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Une note à la fin de ce journal, il n'échappe à personne que depuis un certain temps, les séjours du président de la République et son épouse dans certains pays étrangers font l'objet d'agissements et de manifestations agressifs
violent et incontrôlé organisé par certains Camerounais qui, selon le ministre de la Communication, sont animés par le désir de perturber le bon déroulement des 10 séjours du chef de l'État. Face à cette situation d'une extrême gravité, le gouvernement de la République rappelle que le président de la République est une institution consacrée par la Constitution du Cameroun qui dispose que le président de la République est le chef de l'État et il représente l'État du Cameroun dans tous les actes de la vie publique. Il découle de ce qui précède que le chef de l'État n'est ni le chef d'une région, ni le chef d'un groupe, encore moins d'une communauté ou d'une corporation, mais bien le chef de l'État du Cameroun et le peuple camerounais tout entier. À ce titre, où qu'il se trouve, notre René Emmanuel Sadi, il a droit à des égards et mérite la considération de tous. De telles exactions ne sauraient être commises par les Camerounais. Le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, appelle au patriotisme des Camerounais de la diaspora. Selon lui, les problèmes du Cameroun ne sauraient se résoudre à l'étranger. Ils doivent être résolus sur le sol camerounais dans le respect des institutions républicaine. C'est en substance une réaction du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain-Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, alors que le président Biya se trouve en court séjour privé en Europe, la famille de Sion Goubeyou Joseph demande qu'il tranche sur le lieu où il sera inhumé au Cameroun. Et pour cause, le défunt a son corps gardé dans une morgue depuis 20 mois, pratiquement 2 ans. La famille polygamique se déchire. L'une des épouses souhaite qu'il soit inhumé à Bangoulap, là où, selon elle, il avait désigné cet espace pour être porté en terre. Mais la troisième est contre. Elle estime que ses dernières volontés faisaient état d'une inhumation au seuil de son domicile situé à Douala, en toile de fond, un important héritage qui divise les différentes épouses et la famille du défunt. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit deuxième partie. Bonsoir.